Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Aïe, 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 aïe. C'est un vieil article. Guillaume. Guillaume Hébert de l'Iris. Bienvenue. Oui, merci. Un vieil article là, qui remonte à quoi? 2018? Mars 2018? Oui. Fait que là, moi, j'ai déterré ça ce matin. J'avais une pelle, là, j'étais chez nous. J'ai dit, mon Dieu, un trésor. J'admire les gens qui font de l'archivage comme ça, qui fouillent les archives, c'est bien. À un moment donné, tu te rends compte que c'est utile. J'aimerais qu'on revienne, Guillaume, sur tout ce qu'on a donné parce qu'on disait aux médecins, parce qu'on disait qu'ils étaient les pires payés au Canada et on voulait qu'ils rejoignent la moyenne canadienne. Et là, le gouvernement de Philippe Couillard, avec son bras droit, M. Iglesias, un autre médecin, se sont mis l'épaule à la roue et ils ont renfloué les coffres des médecins au Québec. Ouais, c'était le gouvernement de Charest, en fait, alors que Couillard était ministre de la Santé. Ouais. C'est là que les premières ententes, c'est là que les pires, on pourrait dire, ententes se sont signées. Donc, en 2007, c'est là qu'on a vu vraiment un décrochage, là, on pourrait dire une explosion de la rémunération médicale au Québec. OK. Comment ça s'est passé, là? Parce qu'on disait, vous avez écrit là, en disant l'enveloppe pour la rémunération des médecins s'élevait à un peu moins de 4 milliards de dollars. Elle a augmenté de plus de 100%. Merci, vous gagnez un toaster. Oui. En vertu des ententes du mois dernier, je vais vous parler en 2018, oui. En 2022-23, ça va atteindre tout près de 9 milliards de dollars. Bien, finalement, non. En fait, il n'y a rien qui est exclu, parce que là, ça dépend quel chiffre on prend, mais il y a eu quand même une stabilisation. Après 2018, disons, c'était la fin des scandales, si on veut, associés à la rémunération médicale. Il y en a moins eu. Après, là, on a traité de la rémunération médicale quand on a vu que la CAQ avait reculé sur sa promesse de réduire la rémunération, mais... D'1 milliard. D'1 milliard, oui, en quand arrivant même. au pouvoir, oui. Puis on dit, nous autres, on va baisser le salaire, ils ne l'ont pas fait. Ils ont même dit qu'on allait potentiellement rouvrir les ententes avec les médecins. Ils ne l'ont pas fait non plus. Ils n'ont pas fait rien de ça. Mais là, on est à 8,2 milliards. Bon, l'Institut canadien de l'ICIS, là, sur les statistiques en santé, prévoit peut-être qu'on va être à 9 milliards cette année ou l'année prochaine. Ça reste à voir. Il y a des grands écarts. Pour ça, je dis les chiffres, ça dépend qui parle. C'est très opaque, une grande partie de ça qui est assez opaque. Mais il y a eu une certaine stabilisation. Cela dit, ça s'est stabilisé à un niveau qui est très élevé. Oui, pas stabilisé au début, non, stabilisé à la fin. Non. Mais à un moment donné, how much is enough? Oui, puis je veux dire, une des comparaisons à la base, c'était la comparaison avec l'Ontario. C'est ça qui avait justifié Couillard à la base. Ben là, on est sous-payé par rapport au reste du Canada, par rapport à l'Ontario. On les a dépassés à peu près. Surtout si on prend une comparaison en parité au pouvoir d'achat. Là. Si on compare le pouvoir d'achat, on rentre ça dans nos comparatifs, c'est évident que les médecins québécois gagnent beaucoup plus. Donc, parce que là, on vient de signer le Front commun. Là, on dit partout à peu près 11 milliards récurrents par année. Mais là, ici, il faut comprendre que seulement les médecins dans le système de santé, c'est entre 8 et 9 milliards. C'est énormément d'argent. Mais il y en a moins qu'avant ou il y en a moins qui travaillent à temps plein qu'avant? Il y a une croissance... en fait, si on le prend en 2010 et 2020, là, c'est les derniers chiffres qu'on a mis à jour, là, ce qu'on voit, c'est une augmentation d'à peu près 20 % du nombre de médecins, une augmentation de leur rémunération d'à peu près 60 % et une rémunération du nombre d'actes qui est réalisé par les médecins inférieure à 20 % là, et même inférieure à 10 % On ne sait pas si c'est à cause de la pandémie. On n'a pas tout fini de raffiner là, ces données-là. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que l'augmentation, il n'y a pas une augmentation de la productivité des médecins en lien avec les hausses de rémunération. C'est même le contraire. Donc, on a un nombre, le travail qui est effectué ne suit pas le rythme du nombre de médecins et certainement pas de leur rémunération. Comment vous voyez ça quand la Fédération des omnipraticiens envoie une mise en demeure au ministre de la Santé qui leur dit qu'il y a 13 000 patients qui ont besoin d'un médecin, pas un GMF, là, d'un médecin, parce que c'est des patients vulnérables, qui ont des maladies graves ou même le cancer, et que là, le président de la Fédération des omnipraticiens du Québec, que je salue amicalement, envoie une mise en demeure au ministre de la Santé. Comment vous interprétez ça, Guillaume?
C'est moins mon domaine, celui-là. J'ai plus de mal à comprendre comment est-ce que ça peut être comme ça qu'on gère. En fait, ce qui est sûr, par exemple, c'est que c'est toujours un peu acrimonieux de traiter avec les médecins. On l'a subi quand nous, on a beaucoup traité de cette question-là à l'IRIS. C'était pas évident d'échanger avec eux. Une des choses, plusieurs de mes articles portaient sur le type de réaction très, très viscérale qu'ils avaient systématiquement, alors qu'on faisait juste publier là, des chiffres qui étaient là, qui étaient disponibles. On avait eu... Un de ceux que je rapporte en 2018 là, dans ce texte-là, je rappelle que quand il y avait eu à ce moment-là une autre entente entre le gouvernement Couillard et c'était Franqueur à ce moment-là, le docteur Franqueur, elle avait refusé, là, elle avait traité de fake news toute information qui était publiée par rapport à la question des médecins. Donc, on en a eu quelques reprises, disons, des réactions qui n'étaient pas extrêmement constructives, alors que c'est quand même un effort collectif assez important qui a été fait pour énumérer les médecins québécois. Avez-vous, parce que je n'ai pas vérifié les notes, là, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, ça, c'est l'IRIS. Les acronymes, les gens, là, ça ne leur donne rien. Vous êtes à gauche, là. Habituellement, on s'associe plus à la gauche. Vous êtes à gauche. Est-ce que c'est ça? Parce qu'il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche en santé. Là. On veut que les gens soient bien traités. On veut que les gens soient bien payés. Et puis, on veut en avoir pour notre argent, qu'on paye nos taxes et impôts. Il me semble qu'il n'y a pas de controverse à avoir là. Effectivement, nous, ce qu'on a vu, c'est à quel point il y avait une concentration des ressources qui allaient vers les médecins. Donc ça voulait dire qu'il y en avait moins pour le reste. Parce que, pour les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, le personnel de soutien. Oui, exactement. Et parce que juste avant qu'on commence cette entrevue-là, vous le disiez, c'est quoi le montant qu'on va avoir besoin pour faire fonctionner l'éducation, la santé? Okay, c'est quoi le montant? Il y a une partie, de notre point de vue, des problèmes qu'on a, c'est pas du sous-financement, mais c'est une grande part de mal-financement aussi. Quand on concentre une aussi grande part de nos ressources en santé sur les médecins, sur les médicaments aussi, et sur des technologies très, très coûteuses, on n'est pas en train de mettre de l'argent là où ce que scientifiquement on peut montrer qu'on parvient davantage à améliorer l'état de santé d'une population. Puis ça, c'est habituellement la bonne vieille prévention, la bonne vieille première ligne, d'avoir accès à du personnel facilement proche de soi, dans son quartier, pour des petits problèmes de santé. C'est ça qui permet le mieux d'améliorer l'état de santé global d'une population. Donc, il y a une limite à ce qu'on peut faire pour une population quand on en donne constamment plus aux médecins. Parce qu'à un moment donné, là, moi, je m'en souviens, j'avais parlé à Diane Franqueur, il avait fait référence. Je disais, est-ce qu'on peut parler d'autre chose que d'argent? Et je lisais encore une fois ce matin dans Le Devoir, après mars 2015, je vais vous lire, Guillaume, le paragraphe. Les médecins se verront octroyer des augmentations au moins aussi importantes que celles qui seront négociées avec les syndiqués des secteurs publics et parapublics. C'est ce que leur a promis Québec. Le Front commun vient d'avoir 17,5 % sur 5 ans, grosso modo. Ce que ça veut dire que les médecins partent avec une nouvelle augmentation de 17,5 % sur 5 ans. Ce qui était arrivé, ça, c'était la fameuse clause de remorque à l'époque. Automatiquement, on leur donnait. Pourquoi? Comment ces clauses-là sont ramassées? Ça, c'est une très bonne question aussi. Qui a mis ça là? Monsieur Iglesias. Moi, ce que j'ai lu, c'est l'ami de M. Couillard. En tout cas, c'était sous Couillard, ça, c'est sûr et certain. Est-ce que ces clauses-là, finalement, il y avait eu une entente avec le gouvernement et les médecins l'avaient abandonné à ce moment-là? Donc, la clause ne s'était pas appliquée à cette époque-là. Donc, c'était sorti un peu plus tard. Est-ce que cette clause-là existe toujours, les ententes? On me dit oui. J'ai vérifié ce matin. Là, puis Elle existe toujours. Oui. Donc, les médecins, ce qui voudrait dire que les médecins seraient éligibles à exactement le même genre d'augmentation. Est-ce qu'il va y avoir encore des tractations là-dessus? Là, ça m'échappe. Oui. À partir de 2006, la rémunération moyenne des médecins spécialistes a explosé, passant de 240 000 quelques à 400 000 en 2016. C'est la même année, la rémunération moyenne d'un spécialiste ontarien était de 367 000. On a dépassé les objectifs visés. Là. Tout à fait. Et quand après ça, on rappelait ça à Philippe Couillard, une des réponses qu'il nous faisait, c'est là, il faut pas se comparer avec les autres. Juste quelqu'un va se comparer avec les autres. Alors, c'est lui qui avait justifié lui-même les augmentations là-bas. L'autre comparaison, je pense, qui est importante, c'est de regarder combien de fois est-ce qu'on donne un médecin dans notre société par rapport aux travailleurs moyens.
Là, au Québec, on sera à 8,2 fois. Donc, c'est 8,2 fois plus cher qu'on va payer un médecin que ce que le travailleur moyen va gagner au Québec. Quand on avait fait l'exercice de comparer Qu'est-ce avec que ça vous dit, ça, quand vous sortez ce chiffre-là, vous, dans votre tête, c'est quoi la suite de la phrase? Ben, c'est que pour nous, le médecin, une figure importante dans le système de santé, c'est pas la seule. On a tendance à subordonner toutes les autres personnes dans ce système-là à la figure du médecin. C'est souvent lui qui tient la porte. Et puis des fois, c'est lui qui a intérêt à garder la porte parce que sa rémunération est liée au fait de faire le plus d'actes possible. Hein. C'est la rémunération à l'acte, c'est ça. Il y a une prime pour ouvrir la porte. En plus de ça, il y a des primes, effectivement. Il y a tout un lot que même les médecins ne sont pas capables de suivre. Le rythme sur les propres primes qu'ils reçoivent. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été démontré aussi. Quand on avait comparé avec la France ou le Royaume-Uni, en France, c'était à peu près 3 fois la rémunération moyenne dans le pays qu'on donnait aux médecins. C'est toute une différence. Là. Même au Royaume-Uni, c'était à peu près 4 fois. Donc, ça, c'est des chiffres qui gagneraient à être mis à jour maintenant, mais c'est sûr qu'on n'est pas rendu à parité. Là. C'est sûr qu'on donne toujours plus aux médecins en proportion au Québec qu'ailleurs dans le monde en général. En fonction de ces données-là, Guillaume Hébert, c'est que nous, ça dépasse notre capacité de payer. Ça cause beaucoup de problèmes sur notre système de santé. Notre capacité de payer, ça dépend les moyens qu'on se donne aussi. Là, ça, c'est une autre question. Mais c'est sûr que c'est disproportionné par rapport à ce qu'on fait ailleurs. Ça, il n'y a aucun doute. Ouais. Bon, réflexion en tout cas à avoir, là, parce que moi, je sais que vous ne voulez pas répondre à ça, là, mais de voir un syndicat de médecins omnipraticiens envoyer une mise en demeure à son employeur parce qu'on leur demande de faire leur job puis de soigner des gens. Moi, je me dis là, à un moment donné, il faut rappeler qu'il y a eu des milliards investis par nous tous, là. Il tombe pas du ciel, cet argent-là. Par nous tous. Puis aujourd'hui, vous l'avez vu, la nouvelle, le nombre de gens qui attendent pour une opération, le nombre a explosé, même si on a envoyé les opérations au privé. Tout à fait. Ça avance pas. En dépit des choix qu'on a fait depuis plus de 15 ans maintenant, on ne peut pas dire qu'on a débloqué les problèmes du système. On a donné beaucoup d'argent, on a donné beaucoup de pouvoir aussi. Les GMF, là, c'est une structure entière qu'on a créée en donnant beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent en plus de ce qu'ils reçoivent déjà pour embaucher d'autres mondes, etc. On leur envoie des ressources obligations personnelles. de voir des médecins. Ça, ce que Gaétan Barrette a fait, ça, c'était bien. De voir des patients. De voir des patients, excusez-moi. On leur a fait ces obligations-là, mais ce qu'on s'aperçoit quand on évalue les performances des GMF, c'est qu'ils sont souvent derrière ce qu'ils devaient faire. Ah oui, ils ne remplissent pas le mandat. Donc pour débloquer là, ce problème-là d'accès à la première ligne au Québec, on a fait beaucoup la part belle aux médecins et les résultats, jusqu'à présent, ne sont pas là. On va suivre ça. Guillaume Hébert, merci d'être vene. Est-ce qu'il y a autre chose, autre données que vous aviez sorties? Il y en a trop. Il va falloir continuer. Envoyez donc 2-3, là, ce que vous aviez prévu. Il ne faut pas oublier que ce qu'on a nommé là, la rémunération des médecins, on n'a pas considéré une chose. Puis c'est les profits qu'ils peuvent faire. Ça, c'est juste l'argent public qu'on leur verse à travers la RAMQ. Quand vous avez des médecins qui ont des centres médicaux spécialisés, qui font des chirurgies pour l'État, puis qui font un deal avec l'État pour recevoir, puis là, ils ont un package de chirurgie où on va souvent garantir un profit de 10 à 15 %. C'est ça qu'on avait révélé là, l'année dernière grâce à des demandes d'accès à l'information. Quand ils reçoivent ces 10 à 15 % de profit-là, ça, c'est pas compté dans les chiffres publics. Donc, quand on parle de notre 8 milliards qui va aux médecins, qui va peut-être se rendre à 9 milliards, ça exclut tout ce que les médecins font en pratique privée. Plus les contrats privés. Exact. Bien, ça, c'est pas compté dans la rémunération de médecins. Ça, on le sait pas. On ne sait pas combien ils reçoivent. On ne sait pas comment ils se répartissent, cet argent-là. Le total de ça, on ne le connaît pas. Plus on accroît la place du privé au Québec en santé, plus cette part va augmenter. C'est évident. Mais cette part-là ne diminue pas. Absolument pas. Non, absolument pas. Le 8-9 milliards n'est pas bon. Non, il est toujours là. Il est toujours là. Là, ce qu'il faut rajouter, c'est ce qu'ils reçoivent à travers les ententes, les fameuses enveloppes là, pour les médecins. Mais toute la part de ce qui est réalisé, même chose pour les radiologistes. Les radiologistes qui ont envoyé des rémunérations aussi élevées, tout ce que font toute la part privée à but lucratif là, des radiologistes, c'est pas calculé, donc on ne sait pas combien ils gagnent ça. Et donc, ça s'ajoute sur-dessus de ce qu'ils reçoivent en argent public. Donc, il y a une part d'opacité, mais à chaque fois, la conclusion est la même, c'est immense. Et qu'il y a toujours beaucoup d'argent en jeu, hein? Alors qu'on devrait parler de santé. En effet. Bizarrement. Guillaume Hébert de l'IRIS, merci. À la prochaine.